Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Petit Secret de Playhistoire. Il y a quelques jours, un très étrange Game & Watch a fait son apparition sur les enchères japonaises Yahoo Auction. Un modèle que personne jusque-là n'avait encore jamais vu. Il s'agissait d'un Donkey Kong multiscreen avec une plaque différente de d'habitude. Au lieu du titre Donkey Kong, on avait la mention Anniversary Marking 20 Million Pieces, Game & Watch Sold December 82. Et en dessous, un dessin montrant 3 personnes, Gunpei Yokoi, Kei Momose et T. Ishida. Rapidement, il a enflammé la toile et les réseaux de collectionneurs Game & Watch. Jusque-là, ces dernières années, j'avais été le premier en Occident à révéler l'existence de 2 Game & Watch devenus iconiques auprès des collectionneurs. Le Greenhouse commémorant les 20 millions d'exemplaires, mais aussi ce Egg jaune commémorant les 10 millions d'exemplaires vendus. Et j'ai reçu plus d'une demi-douzaine de messages privés sur les réseaux sociaux de collectionneurs pour savoir si j'avais connaissance de ce modèle. Personnellement, je ne l'avais jamais vu et donc j'étais totalement incapable de l'identifier. Mais au premier coup d'œil, j'ai eu l'étrange pressentiment qu'il était vrai. Et pour plusieurs raisons. Je trouvais déjà que le trait des dessins ressemblait énormément au style de Makoto Kano, l'un des designers les plus anciens de Nintendo et qui travaillait justement sur les Game & Watch. Ensuite, le portrait de Gunpei Yokoi était très ressemblant, mais ne ressemblait pas du tout aux seules photos que l'on voit tout le temps de lui sur internet. Ça ne pouvait pas être dessiné par un copiste qui aurait voulu fabriquer un fake et qui aurait cherché une photo de lui sur le net. Ensuite, les 2 autres noms, Momose et Ishida. Je ne les connaissais pas et je n'avais jamais entendu parler d'eux. Mais j'avais en revanche déjà entendu dire par d'anciens employés de Nintendo qu'il n'était pas rare qu'ils produisent des exemplaires de plaques en alu uniques, à l'occasion de fêtes spéciales, de mariages, d'anniversaires de quelqu'un de l'équipe, etc. Et surtout, avec mon petit groupe de recherche comprenant Isao Yamazaki, Fabrice Heilig et Eric Voskuil, on se disait que si ce modèle était un fake, alors le copiste aurait au contraire choisi la facilité en prenant des stars pour attirer grossièrement n'importe quel pigeon, genre Shigeru Miyamoto ou Charles Martinet. Et pourquoi pas, pour être dans la plus totale caricature, Hideo Kojima. Bref, pour moi, l'anonymat de ces 2 personnages était plutôt un indice laissant présager d'une réelle authenticité. N'avoir encore que des stars, quitte à ce que ce soit anachronique ou cliché, voilà le vrai danger. Il fallait maintenant réussir à identifier Momose et Ishida, les 2 personnes dessinées aux côtés de Yokoi. Pour ma part, j'étais persuadé que c'était des partenaires externes de Nintendo restés dans l'ombre, comme il y en a tant eu dans cette industrie. J'ai alors fait jouer un contact privilégié mais qui refuse malheureusement d'apparaître dans cette vidéo. Cela dit, j'étais persuadé que s'il y avait bien une personne au monde qui était capable d'identifier cet exemplaire, c'était lui. Et ce qu'il m'a rapidement appris est, pour l'histoire des Game & Watch, particulièrement intéressant. Mais juste avant ça, j'ai constaté que sur les réseaux sociaux internationaux de Game & Watch, ça débattait sévère sur l'authenticité de ce multiscreen Donkey Kong. La majorité des collectionneurs semblaient penser que c'était un fake. Il faut dire que les modèles dits promotionnels, à l'origine vraiment douteuses, il en existe pas mal, et les collectionneurs ont raison d'être méfiants. Les arguments avancés par ceux ayant de forts doutes étaient les suivants. Parmi les 3 noms présentés, seul Yokoi est connu. Les 2 autres ne donnent strictement rien quand on recherche leur nom sur internet. Et pour beaucoup, c'est louche. Bref, une déduction totalement inverse à la mienne. Ensuite, il n'y a aucun numéro de série sur ce modèle promotionnel. Là encore, pour beaucoup de gens, c'était louche, comme si le copiste voulait cacher une éventuelle preuve de sa malfaçon. Sauf que là, ce sont les sceptiques qui se trompent, parce que tous les modèles commémoratifs japonais, et attention, je ne parle pas forcément de tous les modèles promotionnels qu'on avait chez nous, eh bien, aucun ne possède de numéro de série. Parce qu'en réalité, tous ces modèles sont sortis du stock. Seuls les modèles qui sont vendus dans le commerce, ceux qui rentrent dans les chiffres de vente, ont un numéro de série pour qu'ils puissent être identifiés facilement. Par contre, ceux qui étaient offerts, évidemment, ils n'ont pas de numéro de série pour ne pas fausser les chiffres de vente. Donc là encore, si ce Game & Watch avait eu un numéro de série, eh bien là c'était louche. Troisièmement, pour les sceptiques, il existe déjà un modèle commémoratif pour les 20 millions. Alors pourquoi un deuxième modèle et pas plutôt un modèle pour les 30 millions? Mais pour moi, ça n'était pas vraiment un argument, puisque ces Game & Watch étaient clairement un tirage privé, sûrement distribué à des partenaires de Nintendo bien spécifiques et en très petite quantité. Ensuite, je pense sincèrement qu'il existe un modèle 30 millions d'exemplaires, sauf que on n'a pas encore découvert. Quatrièmement, pour certains, le dessin semblait trop différent d'un style graphique de cette époque. Mais perso, je voyais pas trop pourquoi. Le style SD était au contraire ultra populaire dans les mangas du tout début des années 80. Et enfin, le fait que ce modèle soit vendu avec une boîte et une notice était louche pour beaucoup. Effectivement, jusque-là, on n'avait jamais vu de modèle commémoratif avec des boîtes, c'est vrai. Mais bon, si c'est pour être offert en cadeau, autant qu'il soit placé dans une jolie boîte, n'est-ce pas?
Mais bref, j'avais hâte d'avoir une réponse de mon contact. Elle est arrivée quelques heures plus tard. Il m'a tout d'abord écrit qu'il n'avait jamais vu ce modèle en particulier, mais que ce n'était pas totalement étonnant en soi, puisqu'il existait à l'époque plein de modèles dits Kinenhing, c'est-à-dire commémoratifs, et distribués comme cadeaux ou souvenirs spécifiques. Néanmoins, sans entrer dans les détails de la discussion, il est maintenant avéré que le style et les dessins appartiennent bien à Monsieur Kano. Et visiblement, c'est Gunpei Yokoi qui lui aurait demandé en personne de dessiner ces 3 caricatures pour un cadeau, histoire de marquer le succès de la collaboration entre toutes ces personnes. Je lui ai évidemment demandé s'il se souvenait d'un certain Ka Momose et d'un certain Te Ishida. Étaient-ce éventuellement des employés de Sharp comme je l'ai cru dans un premier temps? J'ai ainsi appris que Ka Momose était en réalité le directeur d'une usine de métallurgie appelée Momose Sakujo et qui, tenez-vous bien, était l'usine partenaire de Nintendo réalisant les boîtes métalliques de certains jeux de cartes Nintendo, mais surtout toutes les coques de façade ou les plaques en aluminium des Game & Watch. Ishida, quant à lui, était visiblement l'employé de l'usine Momose qui était en contact direct avec Nintendo au quotidien pour la fabrication des Game & Watch. Ça, c'était de l'info. On venait ainsi de découvrir un détail important sur les Game & Watch et aussi les jeux de cartes Nintendo. Nintendo travaillait ainsi avec Momose Sakujo, aujourd'hui disparu, pour toute la partie aluminium des Game & Watch. Avec tout ça, j'avais évidemment désormais la preuve irréfutable que ce modèle n'était pas un fake. Et oui, je vois pas trop comment un simple copiste mal intentionné aurait pu posséder de telles infos pour concevoir un modèle comme celui-ci. Ainsi, pour fêter les 20 millions d'exemplaires produits, des plaques commémoratives ont été spécialement imprimées et apposées sur un modèle de Donkey Kong. Puis elles ont été offertes aux principaux intéressés. Vous l'avez compris, il n'a donc certainement pas été produit plus de 3 ou 4 exemplaires de ce modèle. Et indéniablement, il s'agit là d'un des modèles de Game & Watch les plus rares au monde. Mais comment un tel modèle s'est-il retrouvé là en vente? Le vendeur de l'enchère n'a malheureusement jamais précisé comment il s'était procuré ce multiscreen. Mais il est probable selon moi qu'il devait appartenir à Momose ou Ishida et qu'après leur décès, leurs enfants ou petits-enfants ont dû le revendre à un brocanteur chargé de vider une maison ou un appartement de ces vieux cartons. Toutes ces infos, je ne les ai évidemment pas partagées publiquement avant la fin de l'enchère. Mais je les ai données à mon petit groupe de chercheurs ainsi qu'à Hervé Pirot. Ce dernier préparait avec un collectif d'une dizaine de collectionneurs français une action groupée pour essayer de récupérer ce modèle à plusieurs. Et mes informations avaient de quoi les rassurer sur l'authenticité de cette annonce et surtout de sa valeur historique. J'ai moi-même participé à cette enchère en commun avec une cagnotte qui s'élevait à 1 million de yens, soit environ 8 000 €. 1 million, c'était le maximum autorisé par notre compte Yahoo Auction. On espérait secrètement que les innombrables débats qui continuaient sur le net pour savoir s'il s'agissait d'un modèle fake permettraient de limiter le prix. Mais à une époque où un Super Mario peut valoir jusqu'à 2 millions de $, il est sûr qu'avec nos 8 000 €, on pouvait paraître peut-être un peu limité. Mais 8 000 €, c'était quand même une somme jamais atteinte pour un Game & Watch sur les enchères japonaises. Et au final, l'enchère du 21 août 2021 a été particulièrement violente et extrêmement suivie partout dans les communautés de Game & Watch. L'enchère s'est achevée après d'innombrables prolongations pour 1 million et 1000 yens, soit 8 € de plus que notre limite imposée d'enchère. Ce Game & Watch vient ainsi de battre un nouveau record au Japon. Difficile de savoir combien le gagnant aurait été capable de mettre au maximum, mais nous l'avons perdu de peu. Maintenant, évidemment, j'espère que le gagnant n'est autre que Nintendo, essayant de récupérer ce modèle pour le montrer dans son futur musée. Et là, forcément, contre Nintendo, avec nos 8 000 €, on faisait un petit peu pitié. Voilà donc, grâce à cette enchère, on a pu faire de nouveaux pas dans les recherches sur l'histoire des Game & Watch et j'ai trouvé ça particulièrement passionnant. Maintenant, j'ai hâte que d'autres nouveaux modèles commémoratifs ou promotionnels, enfin peu importe, fassent leur apparition pour avancer davantage dans les recherches sur l'histoire de Nintendo et de ces petites machines qui ont marqué notre enfance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner. À bientôt et salut!